À l'heure qu'il est, bien sûr, je serai bref, d'autant que beaucoup de choses qui ont été dites depuis ce matin recoupent les propos que j'avais l'intention de tenir. Et puis, j'ai été un petit peu piégé par l'intervention que vous avez faite, madame, tout à l'heure, parce que beaucoup des thèmes que vous avez évoqués étaient aussi ceux que je comptais présenter, donc ça me fera l'occasion de les survoler un petit peu plus que ce que j'avais prévu. Alors, ces conclusions concernent les relations de voisinage à l'aune des questions migratoires, et ça m'a posé un problème, le terme « relations de voisinage » de l'Union européenne, bien sûr, avec le paramètre question migratoire, parce que qu'est-ce que c'est que le voisinage dont on va parler ? Alors, il y a plusieurs conceptions possibles. Il y a la conception la plus confortable, qui consiste à dire ça relève de la politique européenne de voisinage, c'est bien identifiable. On a 16 pays qui sont classés comme tels, partenariat oriental, Méditerranée, très bien. Et puis, on s'aperçoit, quand on regarde la manière dont l'Union européenne aborde les questions migratoires, que les voisins proches ont aussi des voisins, que les voisins des voisins sont aussi concernés. Et puis on s'aperçoit qu'ont émergé toute une série de concepts, pays de transit, on l'a vu tout à l'heure, pays d'origine, pays tiers sûrs, toute une constellation qui bâtit un environnement singulièrement plus large que celui de la stricte politique européenne de voisinage. Donc j'ai choisi de placer la focale sur une dimension relativement large, tout en privilégiant, bien sûr, le voisinage immédiat, c'est-à-dire celui qui concerne la politique européenne de voisinage. Alors, pour aborder les choses dans le sens que je viens d'indiquer, je le ferai en deux temps, ce qui est très original pour un juriste. Évoquer d'abord la manière dont on a assisté à une montée en puissance de la question migratoire dans les relations de voisinage. Et ensuite, s'est développé au sein de ces relations ainsi marquées par la question migratoire, s'est développée la prégnance de l'externalisation. Et ce sont quelques-unes des modalités de l'externalisation que j'évoquerai dans un second temps. Alors, dans un premier temps, montée en puissance, place grandissante, des questions migratoires dans les relations de voisinage. Et s'agissant tout d'abord de la politique européenne de voisinage, on observe que lorsque cette politique a été lancée en 2003, puis réceptionnée ensuite dans les traités, notamment à l'article 8 actuel du traité de l'Union européenne, cette politique n'a pas une forte dimension intéressant les questions migratoires. Elle est une politique qui vise essentiellement, c'est du moins l'opinion que j'en ai, à empêcher des adhésions indésirables. C'est une politique qui a pour but de développer des relations de coopération, des relations privilégiées, des relations particulièrement mutuellement satisfaisantes, mais qui doit, en toute hypothèse, permettre d'éviter d'en arriver à l'adhésion. Constitue un cercle d'amis aux frontières de l'Union européenne lors de son grand élargissement de 2004 puis de 2007, mais on ne doit pas aller au-delà, même si on va quand même assez loin, comme le disait, souvenez-vous, Romano Prodi, le voisinage, c'est tout partager, sauf justement l'adhésion. Alors, cette première approche, où la question migratoire est en demi-teinte, en tous les cas sous-jacente, et ne peut pas non plus être ignorée, même si elle ne figure pas en bonne place dans les textes sur la politique européenne de voisinage. Cette question migratoire est déjà un élément très important dans la politique commune que l'Union européenne cherche à bâtir en matière d'immigration, puisque le Conseil européen de Séville de 2002 fait de la lutte contre l'immigration clandestine une priorité.
Et donc, il y a bien des éléments qui, en sous-main en quelque sorte, conduisent l'Union européenne à réfléchir à ces questions. Et le croisement avec la politique européenne de voisinage va se manifester déjà en 2006, lorsqu'il y aura premier plan de renforcement de la politique européenne de voisinage. Et à cette occasion, en 2006, on observe que la question de la gestion de la mobilité des personnes vers l'Union européenne prend une place tout à fait importante, et ceci tout à fait rapidement. Et c'est à cette occasion, dès 2006, que prend naissance ce discours dont on a fait état aujourd'hui, qui est que la migration va être présentée comme une véritable menace sécuritaire. Il s'établit un lien organique entre migration et sécurité. Vous l'avez dit ce matin d'ailleurs, c'est une dimension de la politique de sécurité qui apparaît ici. D'autre part, et c'est un élément qui a été évoqué à plusieurs reprises aujourd'hui, je n'y insisterai pas outre mesure, mais quand même je le rappelle, en 2006, le deal entre coopération dans la gestion des flux migratoires et par ailleurs facilitation dans la politique des visas vis-à-vis des pays tiers est clairement établi. Je cite un passage tout à fait pertinent et éclairant de la communication de 2006 de la Commission. Il est indiqué « La coopération en matière d'immigration clandestine, notamment par voie maritime, l'efficacité de la gestion des frontières, les accords de réadmission, le retour effectif des migrants illégaux et le traitement adéquat des demandes de protection et d'asile sont des conditions préalables pour l'amélioration des formalités d'obtention de visa. » Donc on est très clairement, on met sur table ce qui est en effet le deal. Alors le printemps arabe va un peu perturber la situation dans la mesure où là l'Union européenne dans l'urgence révise encore une nouvelle fois la PEV en insistant cette fois sur la promotion de la démocratie solide, durable, l'association politique étroite avec l'Union européenne, l'intégration économique dans le marché intérieur, sur fond de donner plus pour recevoir plus, mais c'est encore ici le deal que j'évoquais à l'instant qui ressurgit. Mais surtout, en 2015, et dans le contexte qui est celui de la crise migratoire contemporaine, on va de nouveau mettre au premier rang des priorités de la politique européenne de voisinage la question de la gestion des flux migratoires. C'est un mot d'ordre qui est au premier rang des préoccupations, sous la formule évidemment assez neutre, mais qui est en vérité assez parlante, qui est donner la priorité à la stabilisation du voisinage. Et stabiliser le voisinage, c'est précisément de faire en sorte de contrôler les frontières de l'Union européenne. Et dans ce contexte-là, qui est celui de 2015, force est de constater que, cette fois, toutes les actions engagées par l'Union européenne dans le cadre de la PEV se focalisent sur le renforcement de la sécurité aux frontières, c'est très clair. C'est la création d'un barrage à l'égard des flux migratoires. Et cette politique prend une allure qui est, cette fois, en quelque sorte réactive, épidermique, puisqu'elle s'inscrit plus vraiment dans un cadre de politique de coopération, comme c'est normalement ce qui sous-tend cette politique européenne de voisinage, mais elle devient plutôt une forme de gestion dans l'urgence, qui n'a que très peu de rapport avec une politique globale. Alors, ce qui s'est développé ici, et que j'ai rapidement rappelé au niveau de la politique européenne de voisinage, est également vrai dans un cadre plus général des relations de l'Union européenne avec d'autres pays tiers que les 16 dont j'ai parlé tout à l'heure, puisque là, de façon très claire, et de sommet européen en sommet européen, on s'aperçoit que la préoccupation concernant les flux migratoires est devenue centrale. Ça commence avec Tampere en 1999, ça passe par le Conseil européen de La Haye en 2004, et on pourrait multiplier les exemples. Je m'arrêterai néanmoins sur
un aspect qui est tout à fait intéressant et qui permet de montrer que ce que j'essaye de décrire, dans le cadre de la politique européenne de voisinage, vaut dans une dimension beaucoup plus générale. C'est le Conseil européen de décembre 2005 qui fait émerger un nouveau concept en la matière. C'est le concept dit d'approche globale, qui consiste à établir une gestion, est-il dit, globale et concertée des flux migratoires avec les pays tiers. Globale et concertée avec les pays tiers, on voit bien que là, les relations s'articulent autour d'une coopération qui est véritablement centrée sur les questions migratoires. Un cran supplémentaire est franchi en 2008 à l'occasion, vous vous en souvenez sans doute, de l'édiction du Pacte européen sur l'immigration et l'asile, qui est aussi un texte sur la juridicité duquel on pourrait s'interroger. En général, quand on parle de pacte, il y a peut-être suspicion juridique qui immédiatement surgit, j'y reviendrai dans quelques instants. Et là encore, bon, je fais en sorte de tenir mes promesses de rapidité. Le pacte confirme les orientations que je viens de dégager. Dernier événement marquant dans cette montée en puissance de la préoccupation à l'égard du flux migratoire, c'est ce texte que la Commission a sorti au mois de mai 2015, 13 mai 2015, et qui s'intitule « Agenda européen pour la migration ». Alors ce texte est assez extraordinaire parce qu'il intervient dans le contexte de le flot migratoire en provenance de Syrie en direction de la Turquie, on en a suffisamment parlé, et ce texte s'intitule « Agenda européen pour la migration », alors qu'il vise la question des réfugiés. Ce n'est pas un problème de migration stricto sensu, c'est quand même un problème de gens qui ne peuvent plus vivre dans leur pays et qui ont toute raison de le quitter au sens du droit international, de la protection qui leur est due. Et donc, intituler un pareil texte « Agenda européen pour la migration » me paraît extrêmement malhabile et en tous les cas ne pas correspondre juridiquement à la situation qui se produit à ce moment-là aux frontières de l'Union européenne. Et dans la ligne de cet agenda pour la migration, qui est très spécifique au problème syrien, puisqu'il s'agit là aussi des opérations Frontex sur la mer de Méditerranée orientale, qu'il s'agit des questions de relocalisation, de réinstallation, cette fois-ci quand même des réfugiés. On voit intervenir en novembre 2015, on en a parlé, M. Beramdam l'a évoqué il y a quelques instants, le sommet de La Valette, qui concerne la relation que l'Union européenne entend entretenir avec l'Afrique en matière de flux migratoires. Et de quoi s'agit-il? Eh bien, empêcher le départ, favoriser le retour vers les pays d'origine, fermer les routes migratoires en accord avec les pays de transit. Et on voit bien ici que la situation de l'arrangement, l'accord avec la Turquie est de pleine actualité. J'en viens au deuxième temps de mon propos, pour ne pas, encore une fois, abuser de votre patience, montrer que le développement de cette préoccupation de la question migratoire pour l'Union européenne se traduit par une prégnance absolument extraordinaire de la logique d'externalisation, qui est véritablement l'incarnation la plus saillante de cette politique. Alors, le mot externalisation nécessiterait quand même un peu de précaution. C'est un concept un peu particulier, hétérogène. Comme je lis les bons auteurs, j'ai lu M. Beramdam sur le sujet. Il a disséqué dans un ouvrage que nous avions publié ensemble il y a quelques années la notion d'externalisation. Et il écrit « C'est une notion assez floue. Beaucoup d'euphémismes sont utilisés à son propos. Partenariat, solidarité, responsabilité partagée, gestion conjointe, et j'en passe. On n'ose pas toujours prononcer ce terme.
Mais quoi qu'il en soit, il a une réalité. Il a une réalité, c'est s'assurer une coopération avec les pays d'origine et de transit afin de réaliser une sécurisation des frontières extérieures de l'Union dans la régulation des flux migratoires, en prenant en considération autant que possible, c'est une dimension qui est dans les textes évoqués, même si sur le terrain elle peine à s'incarner véritablement, en prenant en considération les causes dites profondes de la migration, qui sont liées au développement économique. Je ne rentre pas trop dans cette considération-là. Disons, pour en terminer sur cette notion d'externalisation, qu'elle implique, en tout cas, et ça c'est clair, de la part des partenaires de l'Union européenne une responsabilisation, et que sur le terrain, on vient d'en parler, elle se traduit par un phénomène de translation de la frontière au-delà de l'Union européenne et très en amont, de plus en plus, avec le développement récent d'un certain nombre de relations avec l'Afrique. Alors, cette externalisation, quelle forme prend-elle? Quels sont les outils de l'externalisation? Là encore, il en a été question pas mal dans le panel qui a précédé, donc je vais aller vite, je vais survoler. Ces instruments d'externalisation, quels sont-ils? Ils sont extrêmement variés, en effet. Cela va de la responsabilité des transporteurs à l'envoi des officiers de liaison immigration dans les pays tiers, à l'émission de la directive Retour en 2008, à la multiplication des accords de réadmission, à la conclusion de partenariats pour la mobilité. Tout cela constitue une large palette de ces différentes manifestations de l'externalisation. Alors je m'en tiendrai, pour aller vite, à deux aspects qui sont, à mon avis, tout à fait emblématiques de l'externalisation et qui méritent peut-être qu'on s'y arrête un peu plus. D'abord, sur le plan que vous avez qualifié fort justement d'informel ce matin, l'apparition à partir de 2007 des partenariats pour la mobilité, dont la première conclusion a concerné d'ailleurs l'île du Cap-Vert. On a fêté cette année les 10 ans de cette conclusion avec le Cap-Vert. De quoi s'agit-il? Il s'agit là d'un deal de conditionnalité, le mot a été prononcé aujourd'hui plusieurs fois. D'un côté, facilitation des visas, assistance au développement économique, et puis de l'autre, encadrement de la migration légale, et puis prévention de l'immigration irrégulière, contrôle des frontières, réadmission. Bref, voilà le tableau de ces textes qui, encore une fois, ne sont pas des textes formalisés, juridiquement contraignants, comme nous, les juristes, on aime les appréhender. Ce sont des dispositifs plutôt d'ordre politique, on dira peut-être soft law pour les caractériser. En tous les cas, ils comportent quand même, en dépit de leur caractère non juridiquement contraignant, des mécanismes de sanction, puisqu'aussi bien les avantages qui pourraient être consentis aux partenaires de l'Union européenne pourraient ne pas être poursuivis dans la mesure où ces partenaires-là ne seraient pas tout à fait dociles sur les questions concernant la maîtrise des flux migratoires. Alors, ces partenariats pour la mobilité se sont d'abord développés sur le flanc oriental de l'Europe, du côté de la Moldavie, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan plus tard. Mais l'Union européenne a cherché à conclure des arrangements de ce type, des dispositifs de ce type, sur le pourtour méditerranéen, qui évidemment la préoccupe au premier chef, d'où la conclusion de partenariats pour la mobilité avec le Maroc en 2013, la Tunisie en 2014 et la Jordanie également en 2014. Mais cette démarche, qui ici, dans les exemples que j'ai indiqués, se situerait clairement dans le cadre de la politique européenne de voisinage, cette démarche est extensible, tant il est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, que la projection le plus loin possible des frontières vers l'extérieur est une préoccupation de l'Union,
Et donc, ces partenariats, l'Union européenne entend, en 2016, les développer avec un certain nombre d'autres pays beaucoup moins proches de l'Union, qu'il s'agisse de pays de transit, d'origine, ou de pays accueillant un grand nombre de personnes déplacées. Et un certain nombre de pays sont considérés à cet égard par l'Union européenne comme prioritaires: Niger, Nigeria, Mali, Éthiopie, Sénégal. On voit bien que là, il s'agit de résoudre le problème à sa source. Ce nouveau cadre pour des partenariats de migration qui vont concerner des voisins très très lointains cette fois, implique donc une coopération renforcée, là encore, pour gérer les flux migratoires. Et on retrouve la terminologie que j'évoquais tout à l'heure. Ceci se concrétisera sous la forme de pactes. Et là encore, on voit bien qu'on est de nouveau dans l'informel. Revenons au formel pour terminer, avec un deuxième exemple emblématique de l'externalisation, qui est la conclusion des accords de réadmission. Alors, ces accords de réadmission s'inscrivent d'ailleurs dans le prolongement et s'articulent assez bien avec les partenariats pour la mobilité. C'est deux éléments qui s'articulent de façon tout à fait évidente. Alors, il y a des difficultés pour conclure des accords de réadmission, notamment avec des pays du Maghreb, pour lesquels ces accords de réadmission au sens de l'Union européenne devraient concerner la réadmission des non-nationaux. Et là, c'est pas évident pour un pays comme le Maroc ou encore la Tunisie de l'admettre, même si ces négociations sont continuellement relancées par l'Union européenne. Alors, ces accords de réadmission, évidemment, s'inscrivent parfaitement dans la logique générale d'externalisation que j'évoquais tout à l'heure. Alors, ce sont des accords qui sont quand même d'une certaine hypocrisie dans leur formulation, puisque ils sont censés fonctionner dans les deux sens. Réciproque. Il y a la notion de réciprocité. Alors, on imagine bien que les Sénégalais vont accepter de réadmettre les Français qui seront venus s'installer au Sénégal, bien sûr. Que la France, enfin l'Union européenne, va réaccepter la réadmission. Donc, c'est quand même assez agaçant de lire ça, parce qu'en vérité, c'est à sens unique, clairement et nettement, que ces flux migratoires sont appréhendés, avec l'idée d'inverser le trajet des flux migratoires. Et donc, ce n'est pas du tout de l'ordre de la réciprocité, étant précisé que ces accords de réadmission comportent évidemment toujours le deal des contreparties sous la forme de soutien financier, de contreparties politiques. Alors, ces accords de réadmission sont négociés par l'Union européenne avec un très grand nombre de pays, vous en avez évoqué tout à l'heure, même la Chine est concernée, donc ça prouve que c'est tout à fait général. Mais dans ce qui m'intéresse dans le voisinage, je reviens un peu sur le champ qui m'était dévolu, la question se pose de conclure des accords de réadmission dans le cadre de la politique européenne de voisinage. Alors, ça marche bien, si on peut dire, sur le flanc oriental, puisque là, ils ont été conclus, même avec les Balkans. Mais ça apparaît, en effet, beaucoup plus délicat sur le Sud, alors que pourtant, il y a une programmation très importante d'accords de ce type par l'Union européenne, qui concerne, alors je l'évoquais tout à l'heure, le Maroc, l'Algérie, mais aussi l'Égypte, le Nigeria, le Sénégal, la Guinée, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, la Gambie, l'Afghanistan, le Bangladesh. Donc la liste est particulièrement longue. Bon, pour ne pas abuser de votre patience, j'aurai deux mots de conclusion sur ce rapide survol. Deux termes me semblent véritablement ressortir pour caractériser cette appréhension des questions migratoires par les relations de voisinage. La première chose, c'est amalgame. Amalgame au sens où ces différents instruments intriquent, mettent sur le même plan deux questions qui sont quand même à distinguer. L'immigration d'un côté, l'asile de l'autre. Ce n'est pas quand même tout à fait la même chose. Et deuxième terme qui ressort, c'est celui, on l'a prononcé déjà plusieurs fois aujourd'hui, celui de sous-traitance, c'est-à-dire volonté de transférer les responsabilités en la matière à des pays qui sont considérés pour la circonstance, on l'a vu
plusieurs fois aujourd'hui comme des pays tiers sûrs, mais en vertu de ce que l'on sait de tout cela, notamment s'agissant de la Turquie, mais ce n'est pas simplement elle, imaginons la Libye, eh bien, ce sont des pays pour lesquels on ne peut pas exercer un contrôle sur ce qui s'y passe, et de surcroît, ceux qui sont refoulés peuvent très bien se retrouver dans un état qui ne serait pas sûr du tout. Je vous remercie de votre attention.